direct des studios Qualita de Jérusalem qui vous est présenté par Daniel Haïk. Daniel, Boker Tov, à la une aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou s'envole aujourd'hui vers Washington pour une rencontre importante avec le président Donald Trump. Et oui, effectivement, Greg, la rencontre se tiendra demain à la Maison-Blanche. Les deux leaders auront à débattre de plusieurs dossiers brûlants, en particulier, bien entendu, le dossier iranien. Mais il sera également question de la situation dans la bande de Gaza qui est actuellement en gelée et que le président Trump voudrait pouvoir débloquer. Les deux hommes évoqueront également l'accord entre le Liban et Israël et sa mise en application sur le terrain. À l'issue de cette rencontre, les deux leaders devraient participer à la levée du corps du sénateur Lindsey Graham, qui était un grand ami d'Israël et qui est décédé il y a 2 semaines. Donc, ils participeront à ces obsèques. Et de son côté, Daniel, le président Trump continue à faire souffler le chaud et le froid dans le dossier iranien. Oui, hier, la Maison-Blanche avait indiqué que le président avait suspendu son plan d'action contre le régime iranien à la demande des pays arabes modérés du Golfe, mais également parce que l'armée américaine ne disposait apparemment pas de suffisamment de missiles intercepteurs. Et pourtant, hier soir, des proches conseillers du président ont affirmé que celui-ci pouvait encore donner l'ordre d'entamer une offensive contre des cibles iraniennes. Ces conseillers ont affirmé au Wall Street Journal que la situation était fluide. Trump lui-même a démenti qu'il y avait une pénurie de missiles intercepteurs. Nos réserves sont importantes, plus importantes que celles d'autres pays, a-t-il dit. Quant à l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Mike Waltz, il a confirmé que le président Trump accordait actuellement la priorité à la voie de la négociation. Le président de l'État, Isaac Herzog, s'est entretenu hier au téléphone avec le roi du Bahreïn. Oui, dans un message publié sur X, le président Herzog a écrit hier soir « Je me suis entretenu avec Sa Majesté, le roi du Bahreïn. Nous avons évoqué le renforcement des relations d'amitié entre Israël et son royaume et nous avons souligné l'importance des accords d'Abraham afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. » Les deux dirigeants ont également débattu des derniers développements dans la région. Pour le président Herzog, le royaume du Bahreïn est un partenaire essentiel dans la construction de l'avenir du Moyen-Orient. Une nouvelle rassurante maintenant pour la défense nationale. Les Américains ne vont pas vendre pour l'instant des F-35 à la Turquie. Oui, la question de la vente d'avions furtifs F-35 avait été soulevée, vous vous en souvenez très certainement, lors de la visite de Donald Trump à Ankara il y a quelques semaines. Elle avait réellement préoccupé les dirigeants israéliens et les responsables de la défense israélienne qui craignaient de perdre une supériorité qualitative dans les cieux du Moyen-Orient. Mais il s'avère que même si le président américain le veut, un marché de ce type ne peut se concrétiser sans le feu vert du Congrès. Et c'est le département d'État américain qui, dans une lettre au Congrès, a rappelé qu'Ankara n'a pas rempli toutes les conditions exigées pour obtenir ce marché d'avions furtifs. C'est paradoxalement un élu démocrate du Congrès, Wesley Bell, c'est son nom, qui a interpellé la Maison-Blanche hier à ce propos et qui est donc à l'origine du gel de ce marché. On en vient, Daniel, à la politique intérieure et le parti sioniste religieux qui a tenu hier ses primaires et a formé ainsi sa liste électorale pour les prochaines élections. Oui, effectivement, les résultats sont les suivants. Tête de liste, juste derrière le président du parti sioniste religieux Bezalel Smotrich, on trouve la ministre Orit Struk, puis les députés Simcha Rothman, Tzvi Sukkot et Ohad Tal. On estime que Bezalel Smotrich intégrera dans les 5 premiers élus Tzvika Mor, le père de l'ex-otage Eitan Mor. Et Daniel, c'est aujourd'hui que les membres du comité central de Likoud doivent valider la proposition de Binyamin Netanyahou d'intégrer 8 personnalités de son choix dans la liste électorale du parti. Oui, le Premier ministre réclame, on le sait, 8 places dans les 30 premières places réalistes de cette liste électorale. Hier, il a sollicité le soutien des 3000 membres du comité central qui devront donc voter aujourd'hui pour ou contre sa proposition. Cela va nous permettre d'avoir une liste électorale plus séduisante encore, a dit M. Netanyahou. Cependant, il faut préciser que pour l'instant, le Premier ministre a quelques difficultés à persuader des personnalités de haut rang de le rejoindre dans la liste du Likoud. 2 de ces personnalités, Chaim Bibas, qui est l'actuel maire de Modi'in, et Ron Dermer, l'ancien ministre et proche de Binyamin Netanyahou, auraient refusé la proposition du Premier ministre de figurer donc en très bonne place dans la liste électorale du Likoud. Et pour terminer, Daniel, toujours dans le cadre de la préparation aux élections, le chef du Shin Bet, David Zini, a décidé de monter au créneau. Oui, David Zini sera aujourd'hui l'invité de la sous-commission secrète au sein de la commission de la défense de la Knesset. Il a l'intention de présenter aux députés des preuves sur l'ingérence ou sur des soupçons d'ingérence de pays étrangers dans le processus électoral en Israël. Il faut souligner que le président de la commission électorale centrale, le juge Noam Solberg, participera à cette réunion importante à huis clos.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, à Tel Aviv et sur le littoral, 34 à Beersheva et 40 degrés à Eilat. Et nous sommes en ligne avec Netanel Slama. Netanel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, comment allez-vous ? Nous, ça va, et on voulait savoir justement comment vous allez dans la localité de Élie, en particulier en Samarie, la Samarie qui a vécu des heures difficiles depuis plusieurs jours avec cette excursion qui a été tragiquement écourtée vendredi dernier par la mort de deux soldats israéliens. Un, c'était Benayahu Melet, l'un des membres ou un des responsables de l'équipe d'intervention d'urgence de la localité de Chavat Gilad, qui elle-même a été victime d'un incendie probablement terroriste la semaine dernière. Beaucoup de tensions, un regain de tension, on le voit dans la Judée et de la Samarie. Comment vous interprétez ce regain de tension ? Quels sont vos sentiments aujourd'hui, Netanel ? Je parle déjà seulement mon nom. Maintenant, quand on parle de ce qui s'est passé vendredi et le Shabbat d'avant, on a l'impression qu'en fait qu'on ne joue pas tous dans la même équipe. C'est très, très grave de dire ça. Mais moi, en tant qu'Israélien, qui a servi presque 500 jours en Milouim, que ce soit à Gaza, au Liban, que ce soit à côté de la Syrie, d'avoir été envoyé par le gouvernement israélien pour aller aplatir Gaza, pour aller aplatir le sud Liban, j'ai comme l'impression que mon sang, il vaut moins que le sang d'un habitant de Tel Aviv ou d'un habitant de Netanya. J'ai l'impression d'être un citoyen de seconde zone quand on parle de ma sécurité aux yeux de l'État d'Israël. Pourquoi avez-vous ce sentiment ? Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Parce que déjà quand on se rend compte qu'on se retrouve dans des situations où on voit l'action de l'attentat en lui-même, on se rend compte qu'on a une quinzaine de soldats à peu près autour. Ils ont peur de tirer. Ils sont presque apeurés de devoir utiliser la force alors qu'ils ont leur vie qui sont menacées. Depuis quand on doit laisser un assaillant s'approcher autant de nous et de devoir juste prendre la personne en joue et de ne pas pouvoir tirer ? Cette peur-là de devoir se défendre. Quand on va aller dans les médias israéliens, ce qu'on a vu hier soir, et même pendant tout le Shabbat, ce festival de haine antisémite et de la haine antisémite, d'accuser les Juifs, d'avoir accusé les Juifs, d'avoir provoqué les Arabes. Depuis quand se promener en terre d'Israël, sur la terre de nos ancêtres, c'est une provocation ? C'est comme si on allait dire que les Juifs, ils ont provoqué les nazis parce qu'ils avaient le nez trop long. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe. J'ai comme l'impression que moi, en tant qu'Israélien qui habite en Judée-Samarie, parce que je vais aller me promener, parce que je le vis, parce que le fait même que je respire ici en terre d'Israël, ça provoque les Arabes. Alors c'est mon problème, c'est de ma faute. Si maintenant les Arabes ils viennent, me prennent mon âme et me tirent à bout portant. Voilà, il faut expliquer justement à nos auditeurs, c'est important de le préciser, que dans les médias israéliens, depuis l'attentat de vendredi dernier, il y a effectivement des accusations qui sont portées non pas contre, on va dire, le terroriste palestinien qui a assassiné ces deux soldats, mais contre la population juive qui est accusée, elle, d'avoir provoqué d'une certaine manière en se promenant dans cette région. Alors je voudrais peut-être faire le clair avec vous parce qu'on va essayer de remettre les pendules à l'heure. Netanel, cette excursion, elle était apparemment coordonnée avec l'armée. C'est écrit ce matin, ce sont l'armée, c'est l'armée elle-même qui le confirme aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ah oui, c'était confirmé par l'armée, mais moi, ça change rien. Oui. Ça change rien que ça a été confirmé. Ça n'a pas été confirmé. Depuis quand le fait de se promener, même dans un village arabe, est-ce que le fait qu'un arabe il vienne dans une synagogue à Jérusalem, ce sera une raison pour les Juifs de venir d'aller tirer sur cet arabe à bout portant ? C'est quoi cette mentalité, cette façon de penser ? C'est une façon de penser qui appartient aux Juifs d'exil. Nous ne sommes plus des Juifs d'exil, nous sommes des Juifs qui sont fiers d'habiter chez nous, dans notre pays, sur notre terre. Si moi je veux demain aller me balader à Shrem, j'irai me balader à Shrem, parce que c'est la terre de Yosef Hatzadik. Et je ne dois pas avoir peur de personne. Alors, comment vous expliquez, Netanel, vous-même, ce qui est en train de se passer ? Est-ce que vous pensez que c'est un événement ponctuel ou alors ça peut être d'une certaine manière le début d'une vague de violence, de confrontation ?
Ouais, L'autorité palestinienne, notre fameux partenaire de la paix, qui vient, qui met le feu, qui met à cendre à peu près la moitié d'une implantation complète, des familles entières. Parce que ça, On est parti accuser qui là? C'est à cause de qui? C'est parce qu'ils sont accros à la nicotine, parce que les Juifs leur ont vendu trop de cigarettes. Il faut arrêter de marcher sur la tête. Et alors, même si l'armée n'était pas au courant, si l'armée vient et voit qu'il y a un danger pour un Juif, le principe de l'armée de Tzal, c'est de venir de défendre les Juifs en premier lieu. Et la question que je me pose maintenant, et je m'excuse Daniel de commenter le matin comme ça l'émission, mais je vous ai prévenu que je suis révolté. Mais comment ça se fait encore qu'il y a des maisons qui tiennent debout dans le village de Tal? Comment ça se fait qu'on prend le din, la loi qu'on a pris pour Gaza, qu'on a fait comprendre aux habitants de Gaza ce qui se passe quand ils s'attaquent aux Juifs, pourquoi on ne le fait pas en Judée-Samarie? Pourquoi on continue à se raconter des histoires, à commencer à se raconter des narratifs qui ne sont pas les nôtres, à se mettre du côté de nos ennemis, au lieu de prendre les décisions qu'il faut prendre? La décision qu'il faut prendre, c'est faire comprendre à notre ennemi qu'ils n'ont aucun avenir à côté de nous s'ils n'acceptent pas le fait que nous vivons à côté d'eux. Mais alors je comprends votre émotion, je vais vous laisser respirer, mais je voudrais peut-être vous aider peut-être à mieux clarifier votre position, parce que on la comprend, elle est mue par beaucoup d'émotions et beaucoup de colère, et c'est légitime. Mais je voudrais revenir avec vous. Les accusations portées par les médias israéliens, même par la gauche israélienne, il faut le dire, une partie de la gauche israélienne, le parti de Yair Golan en particulier, bien c'est que il y a on va dire des éléments extrémistes, en particulier parmi les jeunes des collines, qui sont, on va dire, des incitateurs et qui sont à l'origine, on va dire, de certaines provocations qui conduisent la population palestinienne, ou en tout cas certains Palestiniens, par exemple, à aller mettre le feu à Chabat Gilad, ou alors, par exemple, à lancer des attaques contre des excursionnistes. Ça vient à accuser une jeune fille d'avoir mis une jupe trop courte et après de ne pas s'étonner si elle se fait violer dans la rue. C'est la même accusation. C'est le même niveau. On va accuser les Juifs de Be'eri d'avoir vécu à côté sur la frontière de la bande de Gaza. C'est pour ça qu'ils se sont fait égorger le 7 octobre. Depuis quand? C'est quoi cette façon de penser? Toujours c'est la faute des Juifs. Même quand c'est des Arabes qui viennent tirer à bout portant sur un Juif, c'est la faute des Juifs. À quel moment on va laisser ces hommes politiques parler? On va laisser donner une légitimité à ces propos. Moi, jamais je laisserai quelqu'un dire que c'est légitime de toucher un juif en terre d'Israël. Dans le monde, jamais dans le monde. Ils sont dans mon équipe. Moi, je défends mon équipe, je défends mon peuple, je défends rien d'autre. Je comprends, mais même si on ne dit pas que... Mais je comprends, mais... Ça veut dire quoi, c'est une provocation? On est à Paris, c'est le bêtard. Pourquoi vous mettez des kippas, vous allez avec une kippa dans le métro? C'est une façon de penser, moi, je n'arrive pas à la comprendre. En quoi le fait qu'il y ait 15 jeunes juifs qui se baladent un vendredi matin, qui se baladent dans les villages arabes, ça amène une provocation et ça amène une volonté intense de ces pauvres Arabes, malheureusement, qui ont été endoctrinés par l'islam extrémiste, de vouloir aller, sans pouvoir se retenir, de vouloir aller tuer des Juifs. Et on parle aujourd'hui de terrorisme juif. Mais c'est faire honte au mot terrorisme. Le seul terrorisme qu'il y a aujourd'hui, c'est le terrorisme palestinien, le terrorisme arabe contre les Juifs. La réponse est pourquoi. La preuve est que quand on laisse une arme à un Arabe parmi les Juifs, c'est là où il commence à tuer tous les Juifs. Quand on laisse un Juif à côté d'Arabe, même quand il est armé, il fera rien s'il n'est pas attaqué. Donc il faut arrêter avec ce narratif. Ce narratif-là, il est dangereux. Il met notre sang en vente. Il met notre sang en deuxième prix. Il me catégorise moi en tant qu'Israélien de citoyen de deuxième catégorie. Mon sang ne vaut rien. Vous m'avez envoyé à Gaza, ça vous a pas dérangé. Vous m'avez envoyé au sud Liban, ça vous a pas dérangé. Et quand moi je vous demande de venir protéger ma famille, protéger ma femme, protéger mes enfants quand je vais sur le front, il n'y a plus personne. C'est de ma faute. J'avais qu'à pas venir habiter là. Vous marchez sur la tête. Moi, j'accepte pas. Aujourd'hui, la seule chose que je veux entendre sur les médias, c'est pourquoi le village de Tal a encore sa mosquée et encore ses maisons. Pourquoi cet assaillant, ce terroriste-là, sa maison n'a pas encore été réduite en miettes et en cendres comme on l'a fait à Gaza, comme on l'a fait au sud Liban. C'est la seule question que je veux me poser. Est-ce qu'il y a un problème, Netanel, avec certains jeunes des collines qui se livrent à des exactions dans certains villages de Judée de Samarie?
il peut avoir un problème. Mais c'est rien par rapport à ce que l'autorité palestinienne aujourd'hui forme plus de 100 000 policiers palestiniens formés et armés jusqu'aux dents et véhiculés qui sont prêts à refaire un autre 7 octobre dès que l'occasion se présente. Alors c'est quoi le premier problème? Quand on va voir le médecin et qu'on a une petite toux, mais on a un cancer de 4e degré, on va voir pourquoi le médecin. On va lui demander quoi qu'il vienne soigner en premier. Alors que faire, que faire aujourd'hui? Parce que, Nethanel, il faut bien avouer que pendant la guerre, les 2 années et demie de guerre, les 3 années de guerre que l'on vient de vivre, eh bien, on avait le sentiment que l'armée israélienne, et même en particulier, on va dire, le commandant en chef de la région centre, le général Avi Blout, qui est un habitant lui-même d'implantation en Judée-Samarie, que lui-même, ils avaient compris et ils avaient travaillé, par exemple, dans les villes de Naplouse, dans les villes de Toul-Karem, la Casbah de ces villes-là avait été totalement détruite, et tout avait été fait pour éviter, on va dire, la propagation pour permettre la neutralisation de terroristes. Et là, il y a ce regain de tension qui semble aller à contre-courant. Alors, il y a ce regain de tension. On peut essayer d'analyser avec la tête froide, si on arrive à se refroidir la tête un petit peu. Moi, je pense qu'il y a deux axes qui poussent aujourd'hui les Palestiniens à faire encore plus d'actions. Le premier axe, c'est que l'Iran n'arrive pas à attaquer Israël. Donc, il essaie de réveiller ses cellules terroristes via le Hamas ou via le nord de la Samarie. Et la deuxième chose qui peut marcher aussi, c'est qu'aujourd'hui, les habitants du nord de Samarie, de la région de Shrem, de Jenin, ils comprennent que les Israéliens viennent s'implanter maintenant. On est en train de renverser la vapeur de 2005, du projet de connexion de l'État d'Israël avec le nord de la Judée-Samarie, la Ethnakut. On a détruit 4 villages, Sanour, Kadim, Ganim et Chomesh. On va maintenant refaire 22. Donc, ils comprennent qu'on revient dans le terrain. Et là, forcément, quand on revient après presque 20 ans et qu'ils étaient 20 ans tranquilles, ils ont fait ce qu'ils voulaient, maintenant ils se rendent compte que les Israéliens reviennent, ça peut aussi réveiller un peu le territoire. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand on dit qu'il y a un changement dans l'armée, moi, je ne le vois pas, le changement dans l'armée. On a opéré, l'année dernière, en janvier 2025, on a opéré à Yosh, c'est-à-dire dans Judée-Samarie. La première chose que nous a dit le commandement de la brigade de Yosh, Judée-Samarie, nous a dit, vous savez, ici, les enfants, on n'est pas à Gaza. Vous n'allez pas envoyer des prospects pour déplacer la population, pour leur dire maintenant on va opérer dans un quartier. Ça marche pas comme ça ici. Ici, on marche avec des pincettes, on met des gants. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils continuent. Vous dites que l'armée israélienne, qui a changé de disquette, comme on dit, à Gaza et au sud Liban, c'est-à-dire qui privilégie l'offensive et l'initiative, elle est plutôt sur la défensive en Judée-Samarie? Ils ont encore ce symptôme-là de penser qu'on a peut-être une chance de sauver les accords d'Oslo. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ces accords d'Oslo sont encore morts. Et donc, ils essayent plus ou moins de garder. Il y a un mot de Avi Blout qui dit, en hébreu, Ezrach Pogesh Shegra, Terror Pogesh Tsava. C'est-à-dire que le civil, il est avec la rengaine. La rengaine quotidienne. Et le terrorisme, il rencontre l'armée. Et ça, aujourd'hui, c'est encore une volonté de séparer. On se rend compte qu'au final, la personne qui a tué à bon portant Benayahu Malek, c'était pas un extrémiste, c'était pas un petit jeune de 15 ans. C'était le chef du village. C'est un homme de religion. C'est l'élite de leur village, si on peut dire ça comme ça. Donc, d'essayer encore de continuer à faire cette distinction, ça montre que l'armée n'a pas changé de disquette encore. Et il faut changer de disquette, parce que moi, mon sang, il vaut pas moins que le sang d'un habitant de Tel Aviv. Alors, le ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich, a apporté une réponse en autorisant la construction de plusieurs centaines d'unités de logement dans votre localité de Eli, qui est une des plus grandes localités aujourd'hui du nord de la Samarie. D'une certaine manière, c'est aussi une réponse à ce qui se passe. Alors, c'est une réponse qui est normale. C'est une réponse qui est naturelle, mais ça reste une réponse qui appartient à l'époque d'avant le 7 octobre. Voilà. D'entendre encore une fois le chef d'état-major dire oui, alors qu'on a bien on va rendre leur compte à tous ceux qui nous ont attaqués.
d'entendre encore Bibi qui dit oui, on va arriver jusqu'au dernier, d'entendre encore Smotrich qui disait. Moi, j'ai entendu la même chose en juin 2023 quand il attaque à la station essence de Eli. C'est très bien. Vaut mieux ça que de dire l'inverse, de dire que oui, c'est parce qu'on est là qu'il faut qu'on s'en aille. Mais pour moi, ça reste encore la même façon de penser d'avant le 7 octobre 2023. Alors, j'espère juste, et c'est peut-être pour ça que vous m'interviewez aujourd'hui, ce matin, j'espère juste qu'on n'aura pas besoin d'un autre 7 octobre pour se réveiller, pour comprendre que la situation est complètement différente de ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant et qu'il faut réagir différemment. Eh bien, on le comprend, on a bien senti dans votre voix la colère et même une forme de révolte contre ce qui se passe actuellement, on le voit. Et d'une certaine manière, il est probable que vous soyez le porte-parole fidèle d'une partie importante de la population des localités juives de Judée. Je parle seulement en mon nom aujourd'hui, ce matin, je parle seulement en mon nom, sans aucune autre organisation. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ce que j'ai dit, c'est qu'ils viennent me voir directement. Et ça, on comprend, mais on a effectivement le sentiment que cela reflète assez fidèlement la position de nombreux habitants de Judée et de Samarie. Merci beaucoup Netanel Slama d'avoir été avec nous. Bonne continuation et prenez soin de vous là-bas en Judée et Samarie. Merci. La manchette la plus encourageante et la plus inattendue se trouve ce matin en première page du Yediot Aharonot. Le journal se fait en effet l'écho de propos tenus par le président syrien Hachara. Nous œuvrons en vue d'instaurer une paix entre Israël et la Syrie sans renoncer aux droits de la Syrie sur le plateau du Golan. Ces propos ont été tenus sur la chaîne Al Jazeera hier et ce précisément le jour où l'on a appris que Tsahal progressait dans les petits villages de la région de Daraa en Syrie. Hachara a déclaré « Nous évitons toute confrontation avec Israël, ce n'est pas dans nos intérêts ». Et puis, toujours dans cet entretien, Hachara a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de s'impliquer militairement dans le dossier libanais, comme le président Trump l'a suggéré. Mais il a reconnu que toute forme de chaos au Liban aura un impact sur ce qui se passe actuellement en Syrie. Et enfin, le président Hachara a appelé à la levée des sanctions économiques contre son pays et au retrait de la Syrie de la liste des pays qui cautionnent le terrorisme international. Donc des déclarations intéressantes du président syrien sur Al Jazeera répercutées en première page du Yediot Aharonot. Les quotidiens israéliens et les sites d'information nous expliquent en détail ce matin pourquoi Donald Trump a décidé de ne pas lancer d'opération militaire contre le régime iranien durant le week-end. Il y a plusieurs explications majeures à cela. La première, c'est que le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Kane, a prévenu Donald Trump que son armée ne disposait pas de suffisamment de missiles intercepteurs pour se lancer dans une opération massive. La seconde explication, qui est liée à la première d'ailleurs, c'est que les pays du Golfe alliés des États-Unis, ceux qui, comme le Koweït ou le Bahreïn, possèdent sur leur territoire des bases américaines, ont demandé au président américain de surseoir à une telle opération. Le Yediot Aharonot nous détaille ce matin en page 4, les différents types de missiles intercepteurs dont disposent les États-Unis aujourd'hui. Et pourtant, ce matin, en page d'ouverture du Maariv, on trouve un Donald Trump combatif. Le président américain a en effet publié des images produites par l'intelligence artificielle dans lesquelles on le voit menacer l'Iran et évoquer une attaque américaine contre l'île de Kharj, et ce en dépit de sa décision de ne pas donc lancer une opération militaire en Iran et de se focaliser pour l'instant sur des messages plus conciliants et sur la négociation. Sur l'une des photos de composition donc de EI, on voit Donald Trump avec un drapeau américain sur le pont d'un destroyer américain et derrière lui des Marines américains. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à la tension très vive en Judée-Samarie. En première page, le journal nous montre une photo des obsèques du commandant Yuval Ezra qui a été tué par un Palestinien vendredi près du village arabe de Tel. En manchette, le Israël Hayom cite un haut responsable sécuritaire israélien qui affirme « Il faut restaurer la crainte chez les Palestiniens afin qu'aucun attentat ne reste sans réponse ». Le Israël Hayom explique que Tsahal tente d'éviter des frictions entre les deux parties. Quant au Yediot Aharonot, il précise en évidence que l'armée israélienne était au courant de l'excursion de vendredi qui a donc dégénéré de manière tragique.
Et puis ce matin encore, la situation sécuritaire en Judée-Samarie préoccupe les experts israéliens. Yossi Yoshua, le spécialiste du dossier sécuritaire au Yediot Aharonot, parle du paradoxe de la Judée-Samarie. Alors que le terrorisme palestinien est en recul, c'est l'activité de groupuscules israéliens qui augmente et les frictions entre les deux populations provoquent une menace qui risque de faire exploser la région et de la plonger dans un cercle vicieux de vengeance. Le Yossi Yoshua insiste sur le fait que l'on ne peut pas rajouter aux soldats de réserve de Tsahal de nouveaux fronts sans risquer de les voir s'affaiblir. Le professeur Yuval Albashan, lui, dénonce les messages venant de la gauche israélienne et de certains médias qui se sont empressés de rendre responsables les habitants juifs de ce regain de tension. Quant à Nahum Barnea, c'est exactement ce qu'il fait en accusant le gouvernement de conduire la région vers, je cite, une troisième intifada, une nouvelle intifada. Selon lui, cette troisième intifada sera la première provoquée directement par Israël, et ce alors que Tsahal, qui est l'autorité sur la Judée-Samarie, joue la politique de l'autruche. Fin de citation. Dans le Israël Hayom, les analystes mentionnent aussi le terme d'intifada. Lilar Chouval et Yotam Deshe et citent des responsables sécuritaires qui affirment qu'il faut absolument empêcher cet incident grave de vendredi dernier de se transformer en une nouvelle intifada. Et ils citent les responsables sécuritaires qui rendent les jeunes extrémistes des collines responsables de ce regain de tension. Et puis en marge, le Israël Hayom publie un éditorial d'Iris Haïm, la mère de l'otage assassiné Yotam Haïm, qui explique comment, au travers du drame qu'elle a vécu durant la guerre, elle a compris qu'elle avait fait fausse route en défendant des positions de gauche. Jusque-là, je n'avais pas fait attention que les Palestiniens assassinaient des passants qui ne faisaient que marcher dans Jérusalem. Eux aussi, comme les habitants juifs, n'auraient peut-être pas dû être là. Ce sont eux qui sont les coupables de leur sort, se demande Iris Haïm, qui est depuis longtemps devenue l'une des mères courage de ce pays, en particulier depuis l'annonce de la mort tragique de son fils. Et puis ce matin, dans le Israël Hayom, Karni Eldad revient sur la figure impressionnante qu'a été le docteur Uri Silvester. Le docteur Silvester était médecin militaire dans la brigade Givati. Il a été tué au combat il y a plus de 2 mois au sud Liban. Et Karni Eldad explique ce matin que les médecins de la brigade Givati n'ont pas encore réussi à faire face à sa mort. Ils lui rendent un véritable hommage, parlent du lien particulier qu'ils avaient noué avec lui et des longues conversations nocturnes qu'ils avaient eues avec le docteur Silvester. Et en marge, ces valeureux médecins de combat acceptent de partager leurs sentiments sur leur mission, souvent périlleuse, de soigner, d'opérer des blessés graves sous le feu ennemi. Et puis pour terminer cette revue de la presse israélienne, un mot sur la campagne électorale avec le dernier sondage de la chaîne publique 11 qui est répercuté ce matin par le Maariv. Selon ce sondage, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud se renforcerait d'un mandat à 22 mandats et repasserait donc devant le parti Yachar, le parti de Gadi Eisenkot qui n'obtiendrait que 21 mandats, le parti de Naftali Bennett 14 mandats, la force juive 9 mandats, Judaïm de la Torah et le parti Chasse 8 mandats chacune, et le sionisme religieux de Bezalel Smotrich 5 mandats, soit 52 mandats pour l'actuelle coalition. Dans le bloc de l'opposition, les démocrates se renforcent d'un mandat à 10 mandats, Israël Betenu 9, la formation de Yoaz Indel 4 et les partis arabes 10 mandats au total. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Israël assurera en effet en 2027 la présidence tournante de la Commission internationale des archives d'Arolsen, dans le centre de l'Allemagne. C'est l'un des lieux de mémoire les plus importants au monde. Ces archives sont aujourd'hui la plus vaste collection de documents consacrée aux victimes et aux survivants des persécutions nazies. Elle conserve près de 30 millions de documents qui concernent environ 17 millions et demi de personnes, registres de camps de concentration, listes de déportation, dossiers de travail forcé, archives de la Gestapo, certificats de décès, informations sur les personnes déplacées après la guerre. Chaque document raconte une histoire, celle d'un homme, d'une femme ou d'un enfant emporté par la barbarie nazie. Ces archives sont inscrites depuis 2013 au registre Mémoire du monde de l'UNESCO et elles constituent aujourd'hui une référence incontournable pour les historiens, les chercheurs, mais aussi pour des milliers de familles qui tentent encore de reconstituer le destin
de leurs proches. Alors, ce qui est remarquable, c'est que ces archives n'ont pas été créées pour écrire l'histoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur mission est avant tout humanitaire. Les Alliés mettent en place un service chargé de retrouver les millions de personnes disparues, d'identifier les victimes et, lorsque cela est encore possible, de réunir les familles séparées par la guerre. Pendant des décennies, ce qui s'appelait alors le Service international de recherche reçoit des centaines de milliers de demandes. Aujourd'hui encore, plus de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, les archives continuent de répondre à des familles qui découvrent un document inédit, une photographie, une fiche de camp ou le dernier indice permettant de comprendre ce qui est advenu un parent disparu. Les archives d'Haraldson conservent également plus de 3000 objets personnels retrouvés dans les camps, alliances, montres, lettres, photographies, papiers d'identité ou encore des portefeuilles. Alors des objets certes modestes mais souvent inestimables pour les familles auxquelles ils sont parfois restitués des décennies plus tard. Depuis une vingtaine d'années, les archives ont profondément changé de dimension. Leur mission ne consiste plus seulement à retrouver les disparus, elles veulent désormais préserver les preuves, transmettre la mémoire et lutter contre toute forme de négationnisme ou de falsification de l'histoire. Et c'est dans cet esprit qu'elles ont lancé Every Name Counts, l'un des plus grands projets participatifs consacrés à la mémoire de la Shoah. Des centaines de milliers de bénévoles partout dans le monde aident à numériser les fiches des victimes des persécutions nazies. Alors derrière ce projet se cache une idée simple mais essentielle, redonner un nom, un visage et une histoire à chaque victime. Aujourd'hui, plus de 40 millions de documents numérisés sont accessibles gratuitement en ligne. Cette ouverture transforme les archives d'Haraldson en un véritable patrimoine mondial de la mémoire. Israël entretient depuis longtemps un lien étroit avec cette institution. Dès les années 1950, Yad Vashem reçoit des copies de ces archives. Plus récemment, un projet commun avec les archives centrales sionistes a permis de numériser plus de 1300 dossiers concernant des enfants juifs non accompagnés après la Shoah, dont beaucoup avaient rejoint la Palestine sous mandat britannique. Mais les archives d'Haraldson ne sont pas les seules. Bien sûr, tout le monde connaît Yad Vashem à Jérusalem, on vient de l'évoquer, l'un des principaux centres mondiaux de recherche, de documentation et de commémoration de la Shoah. Aux États-Unis, le United States Holocaust Memorial Museum à Washington rassemble lui aussi des millions de documents, et la Shoah Foundation, créée par Steven Spielberg après la liste de Schindler, a recueilli plus de 50 000 témoignages filmés de survivants dans 65 pays. Et toutes ces institutions sont complémentaires en fait. Les musées racontent l'histoire, les fondations recueillent la parole des survivants, les centres de recherche l'étudient, les archives, elles, conservent les preuves. Cette question de la transmission est d'ailleurs plus actuelle que jamais. En mai dernier, Yad Vashem a annoncé l'ouverture de son premier centre d'éducation à la Shoah hors d'Israël, c'est à Munich. Le choix de cette ville est particulièrement symbolique, c'est là qu'est né le parti nazi. Ce futur centre formera des enseignants, accueillera des élèves et développera des outils pédagogiques destinés à toute l'Allemagne, mais aussi aux pays voisins, car le défi, bien sûr, est immense. Comment transmettre l'histoire de la Shoah lorsque les derniers témoins disparaissent? Et cette question est loin d'être théorique. Il y a quelques jours en Pologne, la commémoration du 85e anniversaire du massacre de Jedwabne a montré que la mémoire demeure un champ de bataille. Le 10 juillet 1941, plusieurs centaines de Juifs sont assassinés par des habitants polonais sous l'occupation nazie. Et pourtant, lors des cérémonies, des mouvements d'extrême droite ont organisé une contre-manifestation contestant cette responsabilité et dénonçant une prétendue falsification de l'histoire. Et face à cette tentative de réécriture du passé, les autorités polonaises ont rappelé les conclusions établies par les historiens, et Yad Vashem a salué une cérémonie fidèle à la vérité historique. Au fond, ces trois actualités racontent une seule et même histoire. Les archives d'Haraldson préservent les preuves, Yad Vashem transmet les connaissances et Jedwabne nous rappelle pourquoi cette transmission reste
indispensable. Les archives ne parlent pas seulement du passé, elles éclairent aussi notre présent et l'avenir des futures générations. Et à mesure que disparaissent les derniers survivants, ces archives deviennent en fait les derniers témoins. Les protéger, les ouvrir au public et les transmettre n'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est une manière de défendre la vérité historique, de lutter contre le négationnisme et de préserver les valeurs démocratiques. Le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eliyahu Zini. Rav Zini, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous, à tous les éditeurs et également. Inutile de vous présenter, vous êtes le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Or Vishua à Haïfa, ancien rabbin du Technion pendant de nombreuses années. Et avec vous, je voudrais avoir vos sentiments. On vient de terminer une période difficile, la période des 3 semaines, la période de Tisha B'Av, qui est une période d'introspection, on va dire, autour de l'avenir du peuple juif sur la terre d'Israël. Et on a entendu beaucoup de déclarations, beaucoup de paroles, beaucoup de propos de rabbins pendant cette période, et des propos qui, d'une certaine manière, on peut pas dire qu'ils œuvrent vers une forme de rapprochement entre les différents courants de la société israélienne. Je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui s'est passé ces dernières semaines autour du monde orthodoxe et du monde sioniste religieux. La tension entre les deux communautés, elle semble avoir atteint un paroxysme, et on a le sentiment quelque part qu'il y a au sein même du sionisme religieux des attitudes différentes. Il y a ceux qui cautionnent par exemple l'attitude du ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux Bezalel Smotrich, qui disent que Bezalel Smotrich a fait beaucoup pour le développement des implantations en Judée-Samarie pendant 4 ans, et que d'une certaine manière il se devait de voter en faveur de lois sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Et il y a ceux qui disent non, Bezalel Smotrich, sionisme religieux, avec le nombre important de soldats qui sont allés au combat, beaucoup de soldats qui sont tombés durant la guerre, disent il n'est pas possible de continuer à supporter le fardeau sécuritaire tout seul, et de voir les orthodoxes continuer à étudier la Torah et même parfois à mépriser les rabbins du sionisme religieux. Quelle est votre attitude dans ce débat ? Écoutez, Daniel, je vais vous dire exactement ce que je pense. C'est très compliqué, je vais essayer de le faire brièvement. Je suppose que vous avez peut-être même eu l'occasion de l'entendre. Nous nous trouvons dans une situation symptomatique évidemment de ce que nos Chachamim ont appelé l'époque du Messie, l'époque messianique, pas l'époque du Messie, l'époque messianique, qui prépare donc l'avenir du peuple juif. L'avenir lointain sera indéniablement quelque chose de parfait, de très joyeux, et qui apportera tranquillité et bonheur à tout le monde, mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. À mes yeux, il faut absolument, à l'heure actuelle, procéder à une distinction fondamentale entre la majorité du peuple et toutes les directions du peuple. Quand j'entends direction, je parle direction politique, direction religieuse, direction universitaire, direction judiciaire, direction de l'armée, et j'en passe, et des meilleurs. À mes yeux, 80% du peuple est tout à fait normal et parfaitement conscient aussi bien des problèmes que de ses obligations morales, religieuses et autres. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les directions, à qui je ne connais que 2 possibilités. Ou bien d'être interné dans un asile psychiatrique, ou bien d'être derrière les barreaux d'une prison. Ils n'ont pas de place ailleurs, aucun d'entre eux. Et quand je parle de la direction politique, que les auditeurs ne se trompent pas, je ne parle pas du gouvernement, je parle de tous les politiciens dans l'ensemble. Alors, je vais m'expliquer. Oui, soyez précis. Quand vous parlez de la prison ou de l'asile, c'est pour parler, on va dire, des leaders du monde orthodoxe, des rabbins du monde orthodoxe, des députés. Tous les leaders, sans aucune exception, ils relèvent de maladies mentales. Et je n'ai pas d'autre mot pour les qualifier.
Mais c'est un peu dur de mettre tout le monde dans le même... Permettez-moi, Daniel, je vais essayer de préciser pour que les auditeurs ne se trompent pas. Regardez, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau politique. Au niveau politique, on a envoyé l'armée. Il y a eu des sacrifices énormes, des victimes à n'en plus finir. Mais on a quand même réussi, malgré tout cela, à avoir le dessus à un prix très élevé. Et on a pris des territoires conquis des territoires au Liban, en Syrie, à Gaza, et j'en passe, et des meilleurs. Et à quoi pense le gouvernement actuel? À restituer ça à nos assassins. Ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine qu'un pays qui a été attaqué par des criminels et qui a eu finalement le dessus sur ses ennemis va lui rendre tout ce qu'il a conquis et va perdre toutes ses possibilités de se défendre. Et surtout dans le Nord, j'en passe, et des meilleurs. Et en plus, les aider. On parle même peut-être d'accord avec la Syrie, afin que la Turquie puisse s'installer là-bas et qu'on soit étouffé de tous les côtés. Complètement dément. Hier, le gouvernement a décidé de laisser une espèce de communion de pays venir régler ce qui se passe à Gaza. Les Arabes n'ont rien à faire à Gaza. Leur place est ailleurs, point final. Ils ont toujours été des assassins depuis des dizaines d'années. Leur place n'est pas dans ce pays, et là, en pays arabe. Ils sont arabes, qu'ils soient dans les pays arabes. Nous sommes pour la réunification de toutes les... alors là, c'est... Alors, je vous crois. Alors, mais c'est pas exactement le débat que je voulais mener avec vous, c'est-à-dire, ou en tout cas, la discussion que je voulais mener avec vous, c'est par rapport... J'arrive tout de suite, Daniel. Sur le plan religieux, puisque c'est le point principal peut-être qui vous concerne, qui vous intéresse ici, on fait passer une loi il y a quelques jours qui attribue à la Torah une position très sérieuse et très importante qui lui revient de droit, évidemment. En tant que rabbin, je ne pourrais pas m'exprimer autrement. Mais c'est crapuleux. Pourquoi c'est crapuleux? Parce que la loi n'a pas été fixée afin de conférer à la Torah la position qui lui revient de droit, mais afin de dispenser des Bachurei Yeshiva de s'engager à l'armée pour défendre leur peuple. C'est criminel. C'est non seulement ne pas donner à la Torah sa vraie place, mais c'est se servir d'elle pour dispenser les Bachurei Yeshiva d'une obligation de la Torah, à savoir de défendre leur peuple. Alors je vais être honnête, je ne m'attendais pas à une autre appréciation de votre part que celle-là concernant la fameuse loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah. Mais la question que je voudrais vous poser vous-même, en tant qu'un des leaders on va dire au moins spirituel du monde sioniste religieux, quelle attitude le ministre des Finances devait adopter est-ce qu'il aurait dû se lever contre Daniel, cette loi, ou alors il aurait... Vous parlez à un rabbin ou vous parlez à un politicien? Je ne suis pas politicien. Je me moque éperdument de tous les leaders même de partis religieux. Mais alors, voilà, si par exemple Bezalel Smotrich vient vous voir et vous dit Rav Zini, quelle est l'attitude que je dois avoir? Je vais élargir. Là, le problème, Bezalel Smotrich n'est pas venu me voir et il ne viendra pas me voir, non pas parce qu'il ne me respecte pas, mais parce que ça fait déjà à peu près une vingtaine d'années que les délégués de tous les partis religieux ont cessé surtout sionistes, ont cessé de considérer qu'ils n'avaient pas à prendre une décision avant de prendre conseil auprès des rabbins. Mmh. Maintenant, ils se prennent pour eux les dirigeants, aussi bien politiques que spirituels et religieux. Alors d'accord, mais ça ne vous empêche pas de réagir vous-même, c'est-à-dire parce que... Absolument, parce que la question, qu'est-ce que je ferais s'il vient? Je serais très content s'il venait me prendre conseil au moins. Et qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je ne demande pas de prendre ma position. Alors qu'est-ce que vous lui auriez dit? Alors je vais vous expliquer. Je lui aurais dit ce que j'ai déjà proposé au chef de la commission de la défense à la Knesset. C'était au début M. Edelstein, ensuite M. Bismuth. Et ils sont restés sourds, absolument sourds, comme tout le gouvernement. Expliquons le problème sur le plan militaire. D'abord, pourquoi j'ai parlé aussi durement et critiqué aussi durement? Tzahal
crie qu'il y a malhonnêteté de la part des Haredim de ne pas s'engager, mais d'un autre côté, Tzahal fait tout pour empêcher les Haredim de les Gayes. Il ne veut pas les voir. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il sait que le jour où les Haredim vont rentrer, eh ben Tzahal va devenir religieux. Et ça, il n'en est pas question pour eux. Et ils sont prêts à se suicider plutôt que ça devienne religieux. Vous êtes en train de me dire que, en fait, insupportable sur le plan moral. vous êtes en train de me dire que lorsque le chef d'état-major... Permettez-moi, Daniel, si vous permettez, je complète l'image. Allez-y. Tzahal a besoin actuellement de 100 000 soldats. Il lui manque au moins 100 000 soldats. Alors, il y a 2 ans de cela, j'ai proposé une solution qui, à mon avis, est la seule qui va résoudre tous les problèmes. Le monde Haredi est inquiet pour l'avenir de la Torah. Et je suis d'accord qu'il y a place pour une inquiétude très sérieuse. Comment résoudre les besoins d'un côté de Tzahal et d'un autre côté l'avenir spirituel du peuple juif? Eh bien, c'est très simple. Les Haredim disent la chose suivante: nous représentons la tribu de Lévi qui s'occupait justement de spiritualité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais disons, allons-y avec cette idée. Au moment de la sortie d'Égypte, on était à peu près 3 millions de personnes, parmi eux 22 000 Lévi'im. Maintenant, on est à peu près 9 millions de Juifs, alors il n'y a qu'à donner 66 000 personnes à ce rôle-là. On peut arrondir à un chiffre juif 70 000. On va déclarer qu'il y aura des sursitaires religieux, entre guillemets. Comme il y a la Hatouda scientifique, il y aura la Hatouda de Torah. 70 000 personnes vont être dispensées à condition qu'elles étudient la Torah du matin jusqu'au soir, et ce seront, eux, les futurs rabbins dayanim du peuple juif. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement. Combien il y a de Haredim qui sont enrôlables? À peu près 180 000. Vous enlevez ces 70 000, il reste 110 000. C'est exactement ce que Tzahal a besoin. Ceci a été proposé à la commission de la défense, mais ils ne veulent rien écouter, ni les Haredim, ni les laïcs, ni Tzahal. C'est pour ça que... Et pourquoi je parle durement de tous les leaders? Parce que leur problème est le suivant. Vous savez, dans le traité de Sanhedrin, nos Chachamim s'attardent sur un verset de la Bible qui dit qu'au moment de l'époque messianique, Vatehi haemet nerderet, la vérité disparaîtra. C'est au niveau étymologique, c'est ce que signifie le terme nerderet. Le Rav Kook donne une explication brillante et combien exacte, qui est la suivante. Le terme nerderet est lié aussi au terme hébraïque reder, qui est un troupeau. Et le Rav Kook dit Nehaderet, ça vient de troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité va s'éparpiller, va se parceler comme les moutons d'un troupeau. Mais chacun va considérer que la petite parcelle qui maintient, lui, ou auquel il est attaché, c'est toute la vérité. Et c'est là le problème de notre époque. Chaque groupe politique, religieux, universitaire, militaire considère que toute la vérité, c'est ce que lui pense. Personne ne pense à l'avenir du peuple juif dans son entité. C'est ça le Khorban. Alors, vous avez parlé du fait que nous sommes après Tisha B'Av à juste titre. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Khorban est arrivé parce que le peuple juif s'est parcelé en factions qui chacune d'entre elles a considéré que sa conception, c'est la seule et unique véracité. Et c'est ce qui se passe exactement maintenant. La gauche fait tout pour démolir toute valeur juive, toute valeur israélienne. C'est pas tout à fait la même chose, valeur juive et valeur israélienne. C'est pas exactement la même chose. Et même certains vous diront, il y a peut-être même pour parfois. Pour nous juifs, c'est la même chose. C'est une invention de la laïcité du judaïsme occidental de séparer religion et État. Oui. Ça ne relève pas du peuple juif. C'est contraire à notre conception. Alors on approche, on n'a pas trop le temps de continuer à discuter longtemps, mais j'ai toujours pas ma réponse concernant la position que le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, devait avoir par rapport à cette situation dans laquelle il se trouve. Voter
en faveur de la loi sur l'enrôlement ou sur la centralité de la Torah et soutenir le monde orthodoxe parce que, on va dire, même les partis orthodoxes ont soutenu le sionisme religieux pendant 4 ans lorsqu'il a été question de développer les implantations en Judée-Samarie, ou alors dire non, nous, on ne peut pas cautionner... Excusez-moi, Daniel, j'ai peur que vous ayez adopté les déclarations du monde Haredi qui sont toujours fausses. Les politiciens Haredim sont des personnes qui n'ont aucun rapport avec la morale. Non. La seule chose qui les intéresse, c'est leur intérêt. Rien d'autre, ni le peuple juif, ni l'État d'Israël. D'accord. Uniquement leur intérêt à eux personnels. Alors, je peux vous concéder ça, mais... Ils prétendent qu'ils ont soutenu la Judée-Samarie, les installations et autres. C'est inexact ou c'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Sachez que la majorité, justement, de la masse Haredim, et c'est pour ça que je procède à cette scission entre le peuple et les leaders, la majorité, elle est très sioniste maintenant. Ce n'est plus ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années. Oui. Ils sont pour une installation. La meilleure preuve, il y a des villes entières Haredites en Judée-Samarie, il y a El Rad, il y a Emmanuel, j'en passe et des meilleurs. Bétarilite. Alors vous comprenez, ils sont pour ça parce qu'ils ont compris l'importance de la terre d'Israël et la Torah les amène à ça. Les dirigeants ne font ça que pour des raisons politiques. Ça c'est un aspect. Le deuxième aspect est qu'ils voulaient à tout prix qu'il y ait une loi pour l'enrôlement qui va leur permettre de dispenser tous les 180 000 personnes de combat. Donc, ça, c'est scandaleux. Donc, et regardez la preuve qu'il s'agit ici de manque de moralité élémentaire. Demandez à tous ces gens-là, est-ce qu'ils sont prêts à envoyer les Talmidei Yeshiva à Shmone Matayim ou à Bien Modirin ou à tous ces autres, tout de suite. Pourquoi? Parce que là-bas, on apprend un métier, on ne met pas sa vie en danger, on devient un riche high-tech, on va gagner de l'argent. Ça, pourquoi pas? Sans devoir se mettre en danger sous aucune forme. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de soldats en première ligne. Et il n'est pas question, regardez mes élèves et les gens de ma communauté, après plus de 2 ans de guerre en première ligne, ils sont convoqués maintenant pour des milouïm pour entre 4 et 5 mois. Ça n'a jamais existé depuis la création de l'État d'Israël qu'on convoque un Donc, j'en arrive à la conclusion, Ravzini. C'est-à-dire que vous auriez dit à Bezalel Smotrich, tu ne dois pas soutenir un tel projet, tu dois te ranger aux côtés de tes frères du sionisme religieux qui combattent et qui font des multiples périodes de Milouïm, et tu dois intervenir auprès des orthodoxes pour qu'ils partagent le fardeau sécuritaire. C'est ce que vous auriez dit. Absolument, c'est la moindre morale. Et c'est la Torah, c'est la halakha. Comment un juif reste tranquille dans son petit coin quand son frère est en danger? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah, ça? C'est l'inverse de toute la Torah. Tous les grands dirigeants du peuple juif, Moshe Rabbeinu, Yehoshua, David Ameler, Shaoul, qu'est-ce qu'ils étaient? Des combattants. Comment Moshe Rabbeinu lui-même, en personne, ce géant de l'histoire juive, apparaît sur la scène de l'histoire? Il liquide un ennemi du peuple juif. C'est tout. Alors, vous voyez la problématique de tous les côtés. Je n'ai pas parlé aussi du manque de morale de Tzahal. Ce qui s'est passé vendredi, c'est criminel de la part de Tzahal. Tzahal reste bloqué avec cette conception chrétienne profonde qu'il y a des gens, des innocents. Des innocents. Innocents. Qu'est-ce que ça veut dire innocent? C'est un combat entre peuples. S'il y a un combat entre peuples, quelqu'un qui vient de notre peuple s'approche, on lui tire dedans. Citoyens, terroristes, peu importe, ils sont tous, on est en combat. On sait qu'on a vu ça dans l'histoire humaine, quand un pays attaqué laisse ses ennemis s'approcher de lui, arracher le fusil à un soldat. Mais vous vous rendez compte un petit peu, il l'a assassiné. Dans l'histoire humaine, ça n'a jamais existé une démence pareille. C'est une démence. Vous comprenez pourquoi je parle d'asile psychiatrique? Non, je comprends et je note votre colère. On l'a déjà entendu sous une autre forme de la part de Netanel Slama, qui est habitant de Eli. Je suis en colère parce que je suis inquiet pour mon peuple. C'est pas parce que je suis en colère, vous le savez parfaitement.
c'est parce que mon inquiétude ici, en tant que rabbin, en tant que fils de rabbin, petit-fils de rabbin, ce qui nous a toujours intéressés, c'est de protéger notre peuple, aussi bien physiquement que spirituellement, ou aussi bien spirituellement que physiquement, comme vous voulez. Pour nous, c'est la même chose. Et on ne peut pas supporter de voir notre peuple souffrir sans justification. Il y a ici, c'est un manque de justification qui relève d'une incompréhension, d'un refus de compréhension de la réalité israélienne. C'est pour ça qu'un danger, un autre danger interne nous menace maintenant, c'est qu'il y a un bouleversement politique. Si la gauche monte au pouvoir, ça sera une catastrophe. Ils n'ont aucun problème à associer des Arabes à la direction du peuple juif. En quoi ça a à voir avec le sionisme? Je ne comprends pas. Ensuite, un État palestinien. Alors ça sera cessation de territoire. Alors oui, ça c'est un autre. Oui, c'est effectivement, c'est peut-être le même débat, mais plus élargi. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. On aura probablement le temps dans la campagne électorale d'en reparler avec vous également. Merci beaucoup, Rav Eliaou Zini, de nous avoir donné votre appréciation de manière si claire concernant ce débat en particulier. Et merci à vous également qui m'est permis de présenter ces aspects qui seront peut-être pas présentés par d'autres. Voilà, on essaye de le faire. Merci beaucoup encore une fois, Rav Eliaou Zini. Bonne journée, à bientôt. Toda gam lachem.